Seigneur Tout-Puissant, n'abandonne pas maman. Je t'en supplie, fais que nous ayons de l'argent pour son traitement. Qu'elle retrouve la vue, qu'elle retrouve la vue, qu'elle retrouve la vue. Qu'elle puisse profiter des fleurs qu'elle aime tant et qu'elle puisse travailler et parfois même dessiner. Ne la plongez pas dans l'obscurité. Aidez-nous. Je sais que tu peux tout faire dans ce monde. Rita se croisa et embrassa la petite icône posée sur sa table de chevet. La jeune fille se mit au lit et s'endormit presque immédiatement. Elle fit un rêve incroyable. Elle se tenait debout, vêtue de blanc, pieds nus, sur une colline quelque part, en train de chanter. Sa voix était pure et forte et il y avait des gens près de la colline, beaucoup de gens. Ils l'applaudissaient tous en lui offrant des fleurs et des peluches. Le cœur de Rita chantait aussi et une douce chaleur se répandait dans son corps comme une gelée épaisse qui remplissait tout son être. Soudain, la fillette aperçut sa mère. Elle se tenait loin de la colline et saluait joyeusement sa fille. Elle l'a vue, elle l'a très bien vue. En regardant les yeux de sa mère, Rita les vit briller de bonheur. Et puis la jeune Rita a chanté encore plus fort, encore plus clairement. Sa voix s'éleva au-dessus de la terre et se mêla soudain à des gazouillis. Le réveil. C'est l'heure de se lever et de se préparer pour l'école. Rita s'étira. Il y avait encore une chaleur agréable dans son corps, comme dans ce rêve merveilleux. Je vais chanter sur la place et gagner de l'argent pour le traitement de maman. Rita décida fermement de sortir de sous les couvertures. À l'école, Rita n'arrive pas à se concentrer. Elle ne pensait pas du tout aux cours, mais à la façon dont elle irait aujourd'hui sur la place du centre commercial et chanterait les chansons les plus touchantes pour que les passants versent des larmes. Ensuite, il s'empresserait de remplir la boîte en métal qu'elle avait trouvée sous les biscuits et dans laquelle elle rangeait divers objets féminins depuis son enfance. Rita Torres. À quoi pensez-vous aujourd'hui? Sonoradia, le professeur d'espagnol, demanda-t-il sévèrement. Je suis désolée, dit la jeune fille en se levant de son siège et en baissant les yeux. J'ai mal à la tête depuis ce matin. Peut-être devriez-vous voir un médecin? Non, non. Tout va bien. Rita s'affaisse sur sa chaise et prend un stylo en main, prête à écrire ce que le professeur lui dicte. Rita rentre chez elle. Maman est assise dans la cuisine, en train d'éplucher des légumes. Bonjour, maman. La petite fille embrasse sa mère sur la joue. Bonjour, mon rayon de soleil. Comment s'est passée l'école? Tout va bien, maman. Laisse-moi t'aider avec les légumes. Comment vont tes yeux aujourd'hui? Bébé, je suis désolée de t'avoir causé tant d'ennuis, dit Milna avec tristesse. Qu'est-ce qui nous arrivera quand je serai complètement aveugle? N'y pense même pas. Tu ne deviendras pas aveugle. Nous aurons bientôt de l'argent pour ton traitement, et tu verras à nouveau ce monde dans toutes ses couleurs et tous ses détails. Je te le promets. La mère sourit. Quelle fille glorieuse le ciel lui avait donnée. Qu'est-ce que Milna pouvait voir en détail? Leur maigre vie. Elle se détestait pour la tournure qu'avait prise sa vie. Elle ne pouvait rien donner à sa fille. Elle n'a pas osé déménager dans la capitale, ni même dans une plus grande ville. Elle a passé de nombreuses années à travailler à la bibliothèque locale. Aujourd'hui, elle a dû tout arrêter. Sa vue se détériore de jour en jour. Un traitement s'impose. Mais où trouver cet argent? Dans le monde entier, elle ne pouvait compter que sur elle-même et l'une sur l'autre. Milna s'en veut d'être devenue un fardeau pour Rita. Alors qu'elle n'a pas encore 16 ans. Elle avait besoin de vivre et d'être heureuse. Mais qu'est-ce qu'une fille peut bien être heureuse quand elle a une mère aveugle sur les bras? Milna réfléchit constamment à ce qu'elle pourrait faire, comment gagner au moins quelques miettes pour survivre, mais jusqu'à présent, rien ne lui est venu à l'esprit. Le soir, Rita enfile sa robe de soleil préférée et emporte une boîte de biscuits. C'était un cadeau d'une gentille donatrice nommée Rosa,
dont sa mère s'était occupée pendant plusieurs années. Grâce à cela, ils avaient maintenant un toit au-dessus de leur tête, leur propre petit appartement, qui ressemblait plus à une cabane. Mais c'était un foyer, leur foyer. Auparavant, Milna et la petite Rita avaient constamment déménagé d'une chambre louée à l'autre. Il n'y avait pas de possibilité de s'offrir un meilleur logement. Il n'y avait pas grand monde sur la place. C'était un jour de semaine et il avait déjà plu plusieurs fois. Rita s'est placée près du centre commercial, a posé une boîte à ses pieds et s'est figée. C'était effrayant de chanter ainsi à la vue de tous. Mais sa mère avait besoin d'un traitement de toute urgence. Il n'y avait pas de temps à perdre. Rita se mit à chanter, d'abord doucement, puis plus fort et avec plus d'assurance. Rita ne fait plus attention à ce qui se passe autour d'elle. C'était toujours comme ça quand la jeune fille chantait, surtout si la chanson résonnait dans son âme et son cœur, et il y en avait beaucoup. Les badauds commencent à s'approcher. Ils aiment écouter la jeune beauté chanter, mais personne ne se précipite pour déposer ne serait-ce qu'une pièce dans la boîte. Rita n'a chanté que 3 chansons. Soudain, un agent de sécurité du centre commercial s'approche. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande-t-il sévèrement. « Et toi, jeune talent, tu ferais mieux de rentrer chez toi ou je te dénoncerai à tes parents. »« Je ne fais rien de mal. » répond Rita tranquillement. « J'ai juste besoin d'argent. »« Demande à ton père si tu as besoin d'un nouveau rouge à lèvres, » ricane le garde en la fixant de ses yeux de cochon. « Allez-y ou vous aurez affaire à la police. » La foule se disperse. Rita ramassa sa boîte vide et rentra chez elle. Mais quelque chose l'arrête. La jeune fille se tourna vers la rivière. Il y avait un quai sur la rive où les jeunes se réunissaient habituellement. Ce soir-là, il était presque vide. Rita s'installa sous un arbre qui s'étendait et se remit à chanter. Des couples commencent à s'intéresser à la jeune chanteuse. Quelqu'un a même jeté de la monnaie dans la boîte. Les filles se dépêchent d'entraîner leurs petits amis loin de cette beauté à la belle voix. Depuis sa plus tendre enfance, Rita adore chanter. D'abord les chansons pour enfants des dessins animés, puis celles pour adultes qu'elle entend à la radio ou à la télévision. « Tu as une voix d'ange », disait Milna, prête à écouter sa fille pendant des heures. Un grand avenir t'attend. Mais l'avenir n'était pas pressé d'arriver, ou plutôt, il arrivait, mais en quelque sorte pas grand et beau, mais gris et banal, parfois même affamé. Ce soir-là, Rita a gagné à peine 1 euro. C'était pitoyablement peu. Que espérait-elle? Ce n'était pas la capitale où il y avait beaucoup d'amateurs d'art. Mais au moins ici, personne n'osait chasser la jeune fille. Rita rentra chez elle en passant par l'église. Elle a jeté quelques pièces dans la boîte à dons. La jeune fille se croisa, fit une brève prière et rentra chez elle. Elle décida de ne rien dire à sa mère pour l'instant. Depuis lors, Rita a commencé à venir au bord de la rivière tous les jours. Parfois, elle réussissait à gagner quelque chose, mais il lui semblait qu'elle devrait marcher pendant au moins 20 ans pour économiser de l'argent pour le traitement de sa mère. Ce jour-là, Rita a réalisé qu'elle devait trouver un emploi. N'importe quel emploi rémunéré. Même si c'était difficile. Elle se débrouillerait. Elle devait se débrouiller pour le bien de sa mère, pour qu'elle puisse voir, et non sombrer dans les ténèbres éternelles. Je chanterai une dernière fois, et puis j'aurai fini, murmura la jeune fille pour elle-même et chanta la chanson que sa mère aimait à la folie. La voix de la jeune fille résonna sur le rivage, portée par le vent. L'acoustique de la rivière est toujours bonne. Il ne restait plus que le dernier refrain. Tu me manques. Comme les violettes, monsieur Rhin. Tu m'as été donné par le destin. C'est ce qu'a dit la diseuse de Bonaventure. C'est ce qu'a dit la diseuse de Bonaventure. Alors que Rita se penchait pour ramasser sa boîte, elle vit soudain un homme vêtu d'un costume d'affaires coûteux se diriger vers elle. Allait-il la chasser? Eh bien, elle ne s'en souciait plus.
De toute façon, elle ne reviendrait pas ici. Rita se redresse, prête à partir. Attendez, l'inconnu a levé la main. Vous avez une voix d'ange. C'est la meilleure que j'ai entendue. Votre voix devrait être entendue dans le monde entier. Merci, monsieur, sourit Rita. Mais je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de quelque chose de complètement différent. Quoi? Peu importe. C'est mon problème, et je doute de pouvoir le résoudre, soupire tristement la jeune fille. Tu sais, parfois, il vaut mieux ne pas le garder pour soi, mais le laisser sortir. Qui sait, peut-être que je peux t'aider à faire quelque chose. Et tu peux certainement m'aider. Moi? Rita est surprise. Oui, toi. Si tu acceptes de chanter dans mon bar. Bien que tu sois encore une jeune fille, il se gratta le menton pensivement. Voulez-vous m'engager? Rita faillit s'étouffer de joie. Je pourrais ainsi économiser pour un traitement. Quel traitement? Vous êtes malade? Non, pas moi, ma mère. Elle perd rapidement la vue et le traitement coûte cher. Je te l'ai dit, il vaut mieux ne pas le garder pour toi. Sais-tu, jeune talent, que mon oncle est un grand microchirurgien qui travaille dans la capitale? C'est super, bien sûr, mais ça ne change rien. Où vais-je trouver l'argent pour ce traitement? Dites-moi, pouvez-vous chanter des chansons différentes? Pas seulement cette merveilleuse chanson lyrique, mais aussi, par exemple, des chansons gaies ou tristes. Je peux, dit la jeune fille avec assurance. Écoute ça. Tu ne sais rien de moi, et tu n'as pas besoin de savoir ce dont je rêve à l'état de veille et dans mes rêves. Pendant que tu danses si passionnément, bravo, l'étranger frappe dans ses mains. Donnez-moi autre chose. Rita jette ses cheveux, les attache en queue de cheval avec l'élastique de son poignet et chante à nouveau. Je ne renoncerai à rien pour toi, et ne me demande pas ma main pour ma mère. Seulement la musique, pour toujours mon amour. Je n'ai pas le temps de passer des romances. Et celle-ci est très triste. Ma mère se met toujours à pleurer quand je la chante, dit Rita, comme si elle émergeait des profondeurs dans lesquelles elle s'enfonçait à chaque chanson. La jeune fille baisse la voix. Ne meurs pas, mon rêve. Ne t'éteins pas, espoir. La vie ne sera jamais comme avant. Je vais allumer une lampe maintenant. Devant l'icône ancienne. Je peux tout comprendre dans la vie. Mais pas la trahison. Mais pas la tricherie, pas la tricherie, pas la tricherie. Rita ressemblait à une nymphe. Quel est votre nom? Demande l'auditeur reconnaissant. Rita. Alors, vous m'engagez? Son visage s'illumine d'un sourire éclatant. Tu vas faire exploser le bar, Rita. Dans un mois, les gens viendront de la capitale pour boire une bière et écouter ta merveilleuse voix. L'homme hésite. Mais je ne suis pas fait pour ça, finalement. Rita regarde tristement son interlocuteur. Ce n'est pas ça. Vous êtes si jeune. Ne vous inquiétez pas pour cela. Tu sais, quand je me maquille, j'ai l'air d'avoir 20 ans. Vous êtes extraordinaire. Je ne peux pas rater une telle occasion. J'emmènerai personnellement ta mère à la clinique et je m'occuperai de ton oncle. Continue à chanter. Tu connais le bar en vue? Bien sûr. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça ici, surtout avec un si joli nom. Et j'adore son toit en tuiles. Il me rappelle une maison de contes de fées. Merci. C'est la création de mon père. Je veux faire revivre sa gloire. Mon activité principale est dans la capitale, mais je tiens le bar ici pour l'instant. Les gens me conseillent de le vendre, mais je refuse. Je ne veux pas vendre. Je veux qu'il prospère. Pouvez-vous imaginer à quel point mon petit bar deviendra magique lorsque vous chanterez entre ces murs? Ce sera extraordinaire. Je suis prête.
Dites-moi ce qu'il faut faire. D'abord, je dois parler à ta mère. Non. Pas ça. Ma mère ne peut absolument pas être nerveuse. Alors comment va-t-elle se faire soigner? Je ne sais pas. Il faut qu'on trouve quelque chose. Dites-lui que vous êtes des services sociaux. Et que c'est comme une promotion. Ou peu importe comment ça s'appelle. Quoi qu'il en soit, dis-lui qu'elle sera soignée gratuitement. Tu es tellement adulte. J'aimerais que ma fille grandisse comme vous. D'accord. Ce sera les services sociaux. Faisons-le demain. Après 3 heures. Donnez-moi votre adresse, dit l'homme en sortant son téléphone. Rita dicte l'adresse de son domicile. Au fait, je m'appelle Alberto. Et ça, c'est pour toi. Il tend à la jeune fille un billet de 50 €. Rita le regarde, les yeux écarquillés. Prends-le, ma fille. Prends-le. Tu m'as donné quelques instants de bonheur incroyable en chantant. Cela vaut beaucoup. Merci, dit Rita avec émotion, en s'empressant de ranger le billet dans sa boîte en fer. Je t'attendrai demain. Je dirai à ma mère que les services sociaux doivent venir. J'espère que tout se passera bien. Elle le lira. Ça va s'arranger pour toi. Il a claqué des doigts. À demain. Sirène. À demain. Rita se dépêcha de rentrer chez elle, puis s'arrêta et décida de courir au magasin pour acheter les bonbons à la noix de coco préférés de sa mère. Maman, je t'ai apporté quelque chose de délicieux, cria Rita dans l'embrasure de la porte. Sa mère ne répond pas. Rita sentit un nœud d'inquiétude se former dans son estomac. Elle entre dans la petite cuisine. Sa mère était assise à la table, la tête posée sur sa main. Rita, où étais-tu? Oh, j'étais juste. Maman, ce n'est pas grave. Prenons le thé avec tes bonbons préférés. Mon ami m'a soigné. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal? Comme toujours, ma chérie. Mélana s'est frotté le nez, la tête et les yeux, n'est-ce pas? Murmure sa mère de façon presque inaudible. Nous n'avons plus d'analgésique. Maman, laisse-moi plutôt te masser la tête. Cela t'aidera à te détendre et la douleur s'atténuera. Ma merveilleuse fille. Les larmes coulent sur les joues de Mélana. Tu mérites une meilleure mère, une meilleure vie. Maman, arrête. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas besoin d'une autre mère. Tu es la meilleure maman du monde. Et ne t'avise pas de devenir sombre. Nous vaincrons bientôt cette étrange maladie qui est la tienne. Rita commence à peigner lentement les cheveux de sa mère. Rita, tu as de si bonnes mains. Elles sont aussi belles que ta voix angélique. La jeune fille sourit. Elle espérait de tout cœur que sa maman retrouverait bientôt la vue et ne la laisserait plus jamais tomber. Le lendemain, à 3h moins le quart, Alberto se présenta sur le pas de la porte. Dans ses mains, il tient un dossier avec quelques documents. Il n'est pas seul. Il était accompagné d'une charmante jeune femme. Rita les a escortés jusqu'à la chambre de sa mère. C'est alors qu'elle se rend compte qu'elle a oublié de prévenir sa mère de la présence des travailleurs sociaux. Alberto était au top, tout comme son assistante. Il jouait parfaitement le rôle des assistantes sociales et tout était si bien organisé qu'aucun détail n'avait été oublié. Mélana a été très surprise, mais elle y a cru. Elle n'avait peut-être pas d'autre choix, car ce matin-là, elle s'est rendue compte qu'elle ne voyait presque plus rien. Maman, je vais au magasin. Rita appela et sortit dans la rue avec Alberto et Lourd. C'était le nom de sa compagne. D'ailleurs, elle s'est avérée être une serveuse au bar. Rita, j'ai pris rendez-vous pour demain. J'emmènerai ta mère moi-même. Es-tu prête si elle doit rester à la clinique à partir de demain? J'étais prête hier. Merci beaucoup.
Je ne pourrai pas rembourser avant d'avoir pris ma retraite. Mais je suis prête. Vous avez tort avec une telle voix. Alberto avait raison. Mélana est restée à la clinique. Elle avait déjà reçu sa première injection et subi des interventions complexes. Le soir même, Rita doit chanter au bar. La jeune fille se sentait mal à l'aise car elle ne s'était jamais rendue dans un tel endroit. Tout était prévu, le masque, les vêtements. Lourd a suggéré de porter le masque. Premièrement, il sera plus difficile pour les gens qui vous connaissent de vous reconnaître si quelqu'un de familier vient au bar. Et deuxièmement, on ne sait pas très bien quel âge vous avez. Elle rit. C'est très bien. Rita est d'accord. Tu pourrais peut-être me trouver un nom de scène. Bien sûr. Nightingale. Pourquoi Nightingale? C'est un oiseau. Parce que tu chantes mieux que n'importe quel oiseau, m'a dit Alberto. Et les rossignols chantent avant l'orage ou s'esquivent souvent la nuit. Parfait pour notre bar. Génial. Que ce soit Nightingale. Prêt à rester debout après l'heure du coucher? Tu as encore l'école. Oh, c'est un jour férié demain, n'est-ce pas? Je suis prête à ne pas dormir du tout tant que ma mère se fait soigner. Tu es une perle? Rita. Tu t'occupes si bien de ta mère. Je n'ai personne d'autre qu'elle sur cette planète. Je l'aime plus que la vie elle-même. Je ferai tout pour qu'elle soit en bonne santé et heureuse. Laure ne dit rien, se contentant de serrer la jeune chanteuse dans ses bras et de lui donner une tape dans le dos. Rita sent les larmes monter, mais elle les repousse. Son maquillage est déjà prêt pour la scène. Rita se sent comme une vraie star. Il était prévu qu'elle chante 2 ou 3 chansons pour commencer. Mais les clients du bar ne veulent pas lâcher la jeune fille et commencent même à lui demander des chansons en lui tendant des billets. La jeune fille sourit et chante de plus en plus. Rita ne rentra chez elle que vers 3 heures du matin. Elle avait terriblement soif et était très fatiguée. Heureusement que demain était un jour de congé et qu'elle n'avait pas besoin d'aller à l'école. Elle pouvait faire la grasse matinée. Il a été décidé que Rita travaillerait le vendredi et le samedi pour éviter les problèmes à l'école. Elle pourrait travailler davantage pendant les vacances. Cette nuit-là, Rita rêva de petits oiseaux qui se posaient sur sa main et faisaient des bruits si tendres qu'il était impossible de ne pas être touchée. Elle a même envie de pleurer. Rita fut réveillée par le téléphone. C'était sa mère qui l'appelait. « Mon rayon de soleil, bonjour, dit-elle d'une voix joyeuse. « Bonjour, maman. Comment vas-tu? » « Bien. » Les médecins et les infirmières sont merveilleux et attentifs. Je n'ai presque plus mal à la tête. J'en suis ravie. Bientôt, vous verrez comme un aigle. Tu ferais mieux de me dire comment tu vas. As-tu mangé? Maman, bien sûr que j'ai mangé. Je ne suis pas un petit enfant. Tout ira bien. Je peux prendre soin de moi. D'accord, je t'appellerai quand j'en aurai l'occasion. Au revoir pour l'instant. Au revoir. Maman. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mélana se déconnecte. Cela faisait plus d'une semaine que Rita vivait seule. Mélana se sentait déjà beaucoup mieux, mais son traitement n'était pas encore terminé. Laure aida la jeune fille et Alberto lui demanda également si elle avait besoin d'aide. Un autre vendredi est arrivé. Rita quitta sa maison et partit à pied. D'habitude, Alberto envoyait quelqu'un pour l'accompagner, mais ce jour-là, il avait des affaires urgentes à régler et, apparemment, il s'est tellement pris au jeu qu'il a oublié de le faire. La marche était assez proche et la rue était bien éclairée par les lampadaires. « Eh, chérie, tu peux m'aider ?» appelle une femme en ouvrant la portière d'une voiture plutôt usée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demande Rita avec inquiétude. « Mon téléphone est tombé sous le siège et je n'arrive pas à l'atteindre. »« Oh, je peux vous aider. »
Rita se penche sur le siège du conducteur pour essayer de voir où se trouve le téléphone. Soudain, elle a senti un coup à la tête, puis l'obscurité. Elle se réveille dans la voiture, les mains attachées et la bouche scotchée. Rita ne comprend rien. Pourquoi cette femme âgée l'attachait elle et la conduisait elle quelque part au milieu de la nuit? Elles roulèrent un bon moment. L'autoroute s'étendait comme un ruban gris avec seulement des forêts sombres le long des côtés. De temps en temps, on entendait le chant des oiseaux nocturnes. La pleine lune brillait dans le ciel, comme si elle veillait sur Rita et regrettait peut-être qu'elle ait fait confiance à un étranger si facilement et qu'elle se dirigeait maintenant dans une direction inconnue. Elle a la bouche sèche. La peur commença à s'insinuer dans son cœur avec ses mains gluantes et froides. Que allait-il arriver à sa mère? Comment pourrait-elle s'échapper? Où cette folle l'emmenait-elle? Peut-être l'a-t-elle prise pour quelqu'un d'autre? Les questions tourbillonnent dans l'esprit de Rita, se bousculant les unes les autres. Mais malheureusement, il n'y a pas de réponse. Soudain, la voiture tourne brusquement à droite. Ils poursuivirent leur route sur un chemin forestier pendant un certain temps avant de s'arrêter. « Sortez », ordonne le ravisseur en ouvrant la portière. La jeune fille obéit. La situation est devenue encore plus effrayante. Elle ne pouvait rien faire pour se sauver dans la forêt. Il y avait sûrement des prédateurs qui rôdaient autour d'elle. « Avancez », dit la voix étouffée de façon anormale. Rita marcha pendant un certain temps. La seule chose qui lui venait à l'esprit était de savoir comment échapper à cette folle. Elle se retourna. Au clair de lune, le visage de la femme semblait terrifiant, comme sorti d'un film d'horreur. Des rides le recouvraient, une vilaine verrue trônait sur son nez et ses yeux semblaient quelque peu enivrés. C'étaient les yeux d'une personne cruelle, d'une personne très cruelle. « Avancez. Et ne regardez pas en arrière », dit-elle en dirigeant la lampe de poche vers un sentier étroit. Il commençait à faire froid. La fine chemise de Rita ne la protégeait pas du froid nocturne. Elle tremble. Elle ne sait plus si c'est la peur ou le froid. Il faisait sombre, seule la lune perçait à travers les arbres centenaires. De temps en temps, quelque chose crépitait sous les pieds. On se croirait dans un film d'horreur. À tout moment, un monstre allait surgir des buissons. Mais le monstre était derrière elle, poussant constamment Rita dans le dos avec son poing ferme. « Arrêtez », ordonna la femme. Rita s'arrêta et se retourna timidement. La ravisseuse tient une corde dans ses mains. Que veut-elle faire? L'étrangler? L'attacher à un arbre? Dieu seul le sait. Dieu merci, Rita n'a jamais découvert les intentions de cette folle. Il y eut un léger grognement. Oh, zut! Probablement un coyote. La femme regarda attentivement autour d'elle. Le grognement se rapprochait. Rita retint son souffle. Que pouvait-elle faire les mains liées? Absolument rien. Elle regarda la femme en la suppliant. Lentement, puis de plus en plus vite, elle commença à se déplacer dans la direction d'où il venait, puis elle courut à toute vitesse. Rita comprit que ses jours étaient comptés. D'un moment à l'autre, une bête, ou peut-être plusieurs, l'attaquerait et ce serait fini. Rita se plaqua contre un arbre. Tout près d'elle, on entendait des bruissements, des grognements sourds et une toux. C'était une toux humaine. Mais que pouvait bien faire une personne dans cette nature sauvage à une heure aussi tardive? Peut-être avait-il été attaqué par des animaux, et maintenant ils se vidaient de leur sang avec la bête qui les avait attaqués à proximité. Rita ferma les yeux. On dit qu'il faut regarder le danger en face, mais elle n'en avait pas envie. C'était trop effrayant, trop lourd pour une fille qui n'avait pas encore 16 ans. Soudain, les buissons s'écartèrent et quelqu'un s'élança droit sur elle. Rita marmonna à travers le bâillon. « Qui est là ?» cria une voix en forme de queue de cheval. « Tais-toi, Sam, tais-toi. »
La pauvre fille ne peut prononcer que par sa bouche fermée par du ruban adhésif. Un faisceau de lumière provenant d'une lampe de poche perça l'obscurité et l'aveugla. Rita ferme à nouveau les yeux, les mains attachées dans le dos, sans aucun moyen de se protéger. « Sainte Vierge Marie, que fais-tu ici ?» demande le gamin. La lumière de la lampe de poche dansait dans ses yeux tandis que le clair de lune tombait sur ses cheveux gras. « Qui t'a scotché la bouche ?» Le pauvre, dit-il en arrachant vivement le ruban adhésif. C'était atrocement douloureux pour Rita, mais heureusement cela n'a duré qu'un instant. « Oui, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas qui m'a amené ici. C'est une femme avec un visage tout droit sorti d'un film d'horreur, » dit Rita sans pouvoir retenir ses sanglots. « Viens, chérie, allons dans la cabane. » dit doucement l'homme en détachant les cordes autour des poignets de la jeune fille. Bien sûr, il doit y avoir une cabane. Il n'y a pas loin de là un effroyable rituel sacrificiel, s'empressa de penser Rita. Mais elle n'avait pas le choix de toute façon. Nous devons courir dans la forêt nocturne. Dans les mâchoires des coyotes? Ou passer le reste de sa vie dans ce fourré? Il vaut mieux aller à la cabane. La cabane n'était pas du tout effrayante, elle était plutôt douillette. Une sympathique lampe à huile brûlait sur la table en bois, comme dans un conte de fées, et dans un coin se trouvait un lit de camp soigneusement fait. Tout ici respirait la paix et la tranquillité. L'endroit sentait le miel et les épices. « Je vais vous préparer ma fameuse tisane, » dit l'homme. « Asseyez-vous et reposez-vous. »« Quel est votre nom ?»« Rita, » dit la jeune fille en frottant ses poignets enflés. « Rita Torres. »« Rita Torres » répéta l'étranger en versant de l'eau dans la grosse théière. « C'est très beau. Et vous êtes vous-même une beauté. » Ses yeux. Ses yeux. Les yeux de qui? Demande Rita, surprise. Oh, personne, c'est juste moi. La mémoire me regarde maintenant. Cette fille, Millie, qui a disparu de ma vie si soudainement. Millie, répète la jeune fille comme si elle était en transe. J'avais un hamster qui s'appelait Millie quand j'étais petite. Certains ont ri, ils ont dit que notre hamster s'appelait comme elle. J'ai même fait un drôle de signe, d'un côté il y avait Millie et de l'autre Milna. L'homme laisse soudain tomber de ses mains un paquet de noix ou de crackers. Milna, la fille que j'aimais de tout mon cœur s'appelait aussi Milna. Un nom si mélodieux. Que lui est-il arrivé? Je suis désolée si ça fait mal d'en parler. Elle a disparu. Je ne sais pas pourquoi. On sortait ensemble, on parlait de se marier, et elle s'est soudain volatilisée, elle a changé de numéro de téléphone. Et tu n'as même pas essayé de la retrouver? J'ai essayé. Mais elle ne m'a jamais dit où elle vivait. J'ai essayé de la retrouver par le biais de l'enregistrement, mais ça n'a pas marché. Je me suis littéralement arraché les cheveux. Je me souviens encore d'elle tous les soirs quand le monde plonge dans le silence. Vous vivez ici? Dans cette région sauvage? Rita but une gorgée de thé. Il lui brûle agréablement la gorge. Non, c'est un lieu de force, ma force. Je vis ici parfois, je prends des vacances et je vis ici comme une recluse. Je pense à la vie, à mon amour raté. C'est triste, dit doucement Rita. Ma mère a ses propres problèmes d'amour. Elle n'a jamais vu son père en personne. Elle refuse catégoriquement de parler de lui. Mais je sais qu'elle ne peut pas l'oublier. Oh, je dois passer un coup de fil. Je ne me suis pas présentée au travail aujourd'hui. Vous travaillez? Tu n'es qu'une jeune fille. Je chante dans un bar. On avait vraiment besoin de l'argent pour le traitement de ma mère, Rita a commencé à fouiller dans son sac à dos. Oups, c'est mort. D'accord, j'appellerai de chez moi. Restez ici pour la nuit, et demain matin, je vous ramènerai chez vous, propose l'homme. Au fait, je m'appelle Adon. Enchanté.
Je crois que je n'ai pas d'autre choix. Allongez-vous sur le lit de camp et dormez paisiblement. Et vous? Rita lève les yeux vers le propriétaire de la cabane. Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai un matelas qu'il a noué vers un coin éloigné, où des coquillages en bois occupaient tout le mur. C'est étrange, Rita ne se sentait aussi calme dans son enfance que lorsqu'elle montait dans le lit de sa mère et qu'elles s'endormaient ensemble, blotties l'une contre l'autre. Avec cet atome aussi, pour une raison ou une autre, elle se sentait en sécurité et calme, même si elle ne le connaissait que depuis une demi-heure. Le chien Saint-Bernard, Sam, s'est installé près du lit et s'est endormi. Rita s'endormit elle aussi très rapidement. Elle rêva que sa mère se promenait au bord de la mer et que, pour une raison inconnue, cet étrange reclus, Adam, marchait à ses côtés. Il riait et mangeait des biscuits dans cette même boîte en fer blanc que Rita utilisait pour ranger ses économies et dans laquelle les auditeurs reconnaissants jetaient leurs pièces de monnaie au bord de la rivière. Adam n'arrivait pas à dormir. Allongé sur son matelas, il se souvenait du passé, de son bonheur inassouvi qui lui semblait si proche, si réel. Mélana fit irruption dans sa vie aussi soudainement qu'elle en avait disparu. Ils s'étaient rencontrés au marché. Il travaillait alors pour son oncle, il vendait des légumes, et elle était venue chercher des feuilles de laitue. « J'adore la laitue, sourit-elle, si fraîche, si authentique, sans la moindre affinité. »« Alors je vais vous en donner tout un tas, » répond Adam en souriant. « Non, non, vous n'aurez plus de salaire si vous donnez des légumes aux clients. Vous êtes d'accord pour faire une promenade avec moi ce soir ? » Le gars a demandé comme s'il ne l'avait pas entendu. « C'est donc ça. Moi qui croyais que c'était un élan de l'âme. C'est un élan de l'âme. Je suis complètement paumé quand il s'agit de faire la cour aux filles. Alors, ça te dit ? Pour faire une promenade ce soir, précise la fille. Oui, tout à fait. Eh bien, pourquoi ne pas aller faire un tour ? D'autant qu'Anita m'a demandé de venir plus tard dans la journée, elle passe une soirée romantique avec Valencijo, sourit-elle mystérieusement. Je m'appelle Mélana et je suis Adam. On se retrouve près de l'éléphant de bois ? Dans le vieux parc ? J'adore ce parc. Je serai là vers 7 heures. Ça te va ? Ça marche, ses yeux brillent. Le type a mis un énorme bouquet de laitue dans un sac en papier et l'a tendu à la fille. D'habitude, les gens offrent des fleurs, et moi, je donne de la laitue. Merci. Au fait, j'aime la laitue plus que toutes les fleurs qui meurent dans un vase sur le rebord d'une fenêtre. Mélana a souri et s'est mise à travailler rapidement. Adam vivait avec son oncle et sa tante. Leur amour se partageait entre leur fille et leur neveu, qui avait perdu ses parents très tôt. Laura s'était mariée et avait déménagé dans la ville voisine, ne rendant visite à sa famille qu'occasionnellement. Ceux-ci sont heureux d'apprendre qu'Adam a rencontré une fille. Mais il ne s'empressa pas de leur présenter Mélana avant d'être sûr que leurs sentiments étaient réciproques. Mélana vivait avec un ami. Ils louaient une cabane et travaillaient ensemble dans une cafétéria. La rencontre avec Adam a bouleversé toute sa vie. Elle est tombée amoureuse pour la première fois en 19 ans. Ils se sont promenés, ont parlé de tout et se sont embrassés, s'aventurant délibérément dans la partie du parc où il n'y avait personne. Ils se sentaient si bien ensemble. Un tel bonheur ne peut être ressenti que dans l'enfance, lorsque l'on est entouré d'amour et d'attention. Ils se sont rencontrés chez un ami d'Adam. Il quittait souvent la ville et permettait gentiment aux amoureux de profiter de son absence. Ils rêvaient d'attendre dans leur propre maison, même minuscule. Adam terminait alors ses études de médecine. Il était presque thérapeute. Il ne venait en ville que pour les vacances et le reste du temps, il vivait dans la capitale. Il avait l'intention d'y rester jusqu'à ce qu'il rencontre sa Mélana. Mais un jour, elle ne s'est pas présentée à leur rendez-vous, elle n'est tout simplement pas venue, bien qu'ils aient convenu de s'appeler littéralement une demi-heure avant le rendez-vous.
Elle était joyeuse et disait qu'il lui manquait et qu'elle avait hâte de le voir. En réponse à ses nombreux appels, il n'a entendu que l'abonné est temporairement indisponible. C'est alors qu'il a regretté de ne pas connaître son amie, de ne pas savoir où elles habitaient exactement. Il ne connaissait même pas son nom de famille. Une telle folie dans la vie d'une personne arrive parfois d'aimer jusqu'à la folie mais pas de demander un nom de famille et une adresse. Adam chercha, mais Mélana semblait s'être volatilisée. Peut-être a-t-elle trouvé quelqu'un d'autre? Peut-être que oui, mais il venait de partir et maintenant il revenait et elle était prête à passer le reste de sa vie avec lui. Le gars a souffert. Il a perdu beaucoup de poids. Son oncle et sa tante se sont beaucoup inquiétés pour leur neveu en essayant de le calmer. Puis vint le moment de retourner à l'école. Adam se lance à corps perdu dans les affaires universitaires. Il décide que, malgré tout le monde, il sera un bon médecin. Et il ne perdrait pas une minute de sa vie pour des futilités comme de jolies filles à la démarche rapide. Adam n'a jamais rencontré l'âme sœur. Le trou dans son cœur ne s'est jamais refermé. Parfois, il recommençait à saigner. C'est alors qu'il prenait des congés et partait dans les bois. Cela rendait les choses un peu plus faciles. Cela faisait déjà plus de 15 ans. Adam était devenu un célibataire endurci. C'est dur de vivre seul, après tout. Et Mélana? Que lui est-il arrivé? Comment s'est déroulée sa vie? Adam n'a pas de réponse à cette question. Il ne le pouvait pas non plus. Ils s'étaient éloignés l'un de l'autre comme des taches au bord de la mer. Mais il n'a jamais cessé de penser à cette nymphe qui a capturé son cœur pour toujours. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Il l'aimait, tout simplement. Lui-même ne savait plus s'il l'aimait ou s'il n'aimait que les souvenirs de ces semaines heureuses, seulement eux, de cet été-là. Rita fut réveillée par Sam, qui lui mit le nez dans la joue. Elle ouvrit les yeux, le chien remua la queue et lui lécha le nez. « Tu es si gentil, Sam », dit la jeune fille en lui caressant sa grosse tête poilue. « Bonjour. » Adam entre dans la cabane. « Comment as-tu dormi ?»« Bonjour », répond Rita. Comme dans l'enfance, quand mademoiselle Rosa était encore en vie et que nous vivions avec elle pendant que maman s'occupait d'elle et de son appartement. Elle nous a laissé son appartement dans son testament. Nous y vivons toujours. C'est bien. Je suis contente. La forêt nous débarrasse de tous nos soucis. Adam réprime un soupir. Alors, on prend le thé et on part? Oui, je suis prêt maintenant. Le lavabo se trouve derrière la cabane. Il y a aussi des toilettes là-bas. Adam sort de la cabane. Sam le suit. « Comment va ta mère ?» demanda soudain Adam alors qu'il roulait sur la route. « Tu as dit qu'elle avait besoin d'un traitement. Elle a commencé à perdre la vue soudainement. Le médecin a dit que cela pouvait arriver en cas de stress extrême. Les vaisseaux sanguins se rétrécissent. Je n'y comprends pas grand-chose, mais c'est quelque chose comme ça. Le traitement est coûteux. Laissez-moi vous aider. Je suis aussi médecin, même si je ne suis pas spécialisé dans les yeux, mais... » Merci, dit Rita en regardant Adam avec reconnaissance. Elle est déjà en traitement. C'est pourquoi je chante au bar d'Alberto. Ça s'appelle Insight. Vous connaissez? Insight. Ce n'est pas celui où il y a une petite fontaine avec des lumières à côté? Oui, c'est celui-là. C'est là que je chante les vendredis et les samedis. Vous chantez bien? Les gens aiment ça, répond Rita d'un ton évasif. Maintenant, je sais où aller pour apprécier le chant d'une belle beauté, sourit Adam et se dirigea vers la maison de Rita. Rita s'apprête à partir quand Adam lui tend sa carte de visite. Juste au cas où, dit-il brièvement. Laure se tenait près de l'entrée. Rita, Vierge Marie, où étais-tu? Que se passe-t-il? Alberto devient fou. Il arrache à Bianca la moindre parcelle d'âme.
et sa mère menace de se suicider. La fille tremblait littéralement d'excitation. Qui est Bianca? Rita la serrait dans ses bras, saluant Adam en même temps. Allons chez toi. Nous devons appeler Alberto avant qu'il ne la tue. Peux-tu enfin nous expliquer qui est Bianca et pourquoi Alberto va tuer sa mère? Rita n'en pouvait plus. La vie ressemblait à une sorte de thriller. Bianca travaillait au bar avant Rita. Elle chantait aussi. Bien sûr, son chant n'était pas comparable à celui de Rita, mais Alberto l'a gardé, faute de mieux. La jeune fille est tombée malade quelques jours avant la rencontre d'Alberto avec Rita. Il l'a presque immédiatement informé qu'il n'avait plus besoin des services de Bianca et lui a versé une sorte d'indemnité de licenciement. La mère de la jeune fille a débarqué avec un scandale lorsque sa fille lui a raconté ce qui s'était passé. Elle a menacé de mettre le feu au bar et de tuer quiconque oserait prendre la place de Bianca. Alberto considéra ces menaces comme les élucubrations d'une femme hystérique et les oublia dès qu'elle quitta son bar. Il ne s'en est souvenu que lorsque Rita ne s'est soudainement pas présentée au travail. Alberto se rendit immédiatement chez Bianca et sa mère impulsive. Mais la jeune fille était seule à la maison et n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait sa mère. Cette dernière n'a jamais ressenti le besoin de dire à sa fille où elle se trouvait et avec qui. Le propriétaire du bar attendit Candida, se cacha derrière les buissons les plus proches et gara sa voiture dans la ruelle située à quelques maisons de la sienne. La femme est revenue vers 5 heures du matin, manifestement en état d'ébriété. Alberto a surgi de sa cachette et a commencé à la menacer de la police si elle ne lui disait pas où se trouvait Rita. Naturellement, elle prétend ne rien savoir de sa nouvelle chanteuse, qui n'arrive pas à la cheville de sa fille. Alberto était prêt à faire entendre la vérité à cette femme étrange. Mais elle restait silencieuse. Un masque en silicone est posé sur le siège de sa vieille berline. Alberto se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Il a continué à presser Candida, puis l'a simplement poussée dans la voiture, a rapidement pris le volant et s'est rendu directement à la police. À ce moment-là, la tante s'est rendue compte que l'affaire sentait le kérosène et a seulement dit qu'elle avait vu une fille correspondant à la description de Rita faire de l'autostop sur l'autoroute. Mais Alberto ne l'a pas cru et a sorti le pistolet paralysant qu'il portait toujours sur lui, au cas où. La vie est pleine de surprises. Si tu ne me dis rien, ça va faire mal, dit Alberto en pointant son appareil directement sur le visage de la jeune femme. Et, qu'est-ce que tu fais? La femme écarquille les yeux et saisit sa main. Soit vous me montrez où vous gardez Rita, soit je ne serai pas responsable de ce qui se passera. Je ne sais vraiment pas où est votre Rita. Alberto pointa son appareil miracle en direction de son visage. Allons-y, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit là. Elle m'a demandé de la conduire dans la forêt. Candida a bavardé. Les gens disaient qu'elle avait purgé une lourde peine dans sa jeunesse. Personne ne savait exactement pourquoi, mais Alberto avait déjà entendu de tels propos. Il était déjà environ 7h30. Ils étaient sur le point de tourner sur le chemin forestier lorsque le téléphone d'Alberto sonna. Le War. Oui, Lulay, répondit-il sans ralentir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sûr? Elle va bien? Alberto tourna brusquement le volant et repartit. Si je te vois, toi ou Bianca et Rita, vous pourrirez tous les deux en prison. La menace semblait sérieuse. La femme se tait. Apparemment, passer le reste de sa vie en prison n'était pas quelque chose qu'elle souhaitait. Elle comprenait qu'Alberto avait suffisamment de relations pour que cela se produise. Mélana est revenue de la clinique toute seule en train. Elle est rentrée sans prévenir. Rita a failli laisser tomber son assiette de céréales. Maman. Maman. Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu revenais? Comment es-tu arrivée ici? En train, répond-elle simplement. Et j'ai acheté tes biscuits préférés. Maman. Tu m'as tellement manqué.
Rita serre sa mère dans ses bras et enfouit son visage dans son épaule. Mélana, ma fille, a doucement caressé le dos de sa fille. Tu m'as beaucoup manqué aussi. Comment vas-tu? Demande Rita en s'éloignant légèrement de sa mère. Bien. Le médecin a dit qu'il faudrait encore un peu de temps pour que ma vision se rétablisse complètement. A-t-il dit pourquoi cela t'est arrivé? Mélana reste silencieuse. Maman. Ne reste pas silencieuse. C'est quelque chose de très grave, n'est-ce pas? Est-ce que ça va se reproduire? Rita se met à pleurer. Elle n'avait plus la force d'être forte. Il s'était passé tellement de choses ces derniers temps que Rita commençait à se transformer en une adolescente de 15 ans qui ne pouvait que rugir en serrant son gros ours rose sur son lit. C'est un écho du passé, Riri. Maman appelait toujours sa fille ainsi quand elle était petite. Quel passé? Tu as travaillé dans une usine de produits chimiques? Je n'ai pas compris la fille. Non, Mélana s'est assise sur une chaise et a étiré ses jambes fatiguées. Je l'ai vue récemment. Au supermarché. Il y a un peu plus d'un mois. Maman, ne me fais pas peur. Que as-tu vu? Un Sasquatch ou quelque chose comme ça. Ton père. Quoi? Tu as dit que tu ne savais pas où il était, qu'il avait une famille. C'est vrai. Je ne sais pas où il est, mais il était certainement au supermarché près de chez nous. Vous lui avez parlé? Non, bien sûr que non. Mais tu sais, j'ai fait quelque chose. Quelque chose d'indécent ou quelque chose comme ça. Que as-tu fait? Tu l'as embrassé au supermarché? Mélana sursaute. Rita, arrête de te moquer de moi. J'ai pris une photo de lui. Il ne m'a pas remarqué et n'a pas vu ce que j'ai fait. La jeune fille fixe sa mère. Elle resta silencieuse, incapable de trouver les mots justes. Tu veux voir ton père? Demande soudain Mélana en sortant son téléphone portable. Eh bien, je ne sais pas, montre-moi. Rita fixe l'écran défraîchi du vieux smartphone de sa mère. Oh, allez. Pas question. Rita s'exclame soudain et se lève d'un bond. Elle était assise en face de sa mère à la table précédente. Quoi? Ce n'est pas possible. Vous vous connaissez? Imagine, oui. Nous nous sommes rencontrés l'autre jour. Il m'a sauvée d'une folle. Rita, comment le dis-tu? C'est ce que je t'ai appris, ma fille? Attends un peu. Quelle folle? Rita a tout raconté à sa mère, même le bar. Elle sentait que c'était le bon moment. Le cœur de la jeune fille battait dans sa poitrine comme un oiseau en cage qui cherche à sortir à tout prix. Maman, il t'aime. Il t'a aimé toute sa vie, dit Rita, les larmes aux yeux. Et cette femme et le bébé? Je les ai vus tous les trois. Elle a dit, Théo, dis bonjour à papa. Mélana a essuyé quelques larmes qui coulaient de ses grands yeux gris. Je suis partie tout de suite. Je suis allée dans une ville voisine avec ma copine chez sa tante et plus tard nous avons déménagé ici. Tu as changé de numéro et tu as disparu, n'est-ce pas? Demande la jeune fille en regardant sa mère droit dans les yeux. C'est vrai, je n'avais pas d'autre choix. Je n'avais pas d'autre choix. Et pour parler, maman? Tu ne voulais pas tout savoir? Et découvrir qu'il est marié et heureux de l'être et que je ne suis qu'une fille pour un temps? Il n'a pas de famille. Il a vécu toute sa vie comme un clochard. Vous auriez dû voir la douleur dans ses yeux quand il parlait de cette fille. Vous savez, je me sentais si à l'aise avec lui. Je me demandais toujours pourquoi. Mais qui était cette femme avec le bébé dans les bras? Mélana ramène une mèche de cheveux derrière son oreille. Il était peut-être en train de baptiser ce garçon. Rita haussa les épaules. Parrain. Elles marchèrent le long du bord de mer en riant. Rita regarda ses parents et ne put s'empêcher de les admirer.
Après toutes ces années, ces deux-là avaient vécu séparés, malheureux et solitaires, à cause d'un malentendu. Qui aurait pensé que Rita remercierait la mère à moitié folle de Bianca, qui l'avait réunie sans le savoir avec son père biologique? Comme c'était merveilleux! La jeune fille n'avait jamais vu sa mère aussi heureuse. Maintenant, ses yeux seraient en ordre, car il était là, l'homme de sa vie, qui la protégerait désormais de toutes les difficultés de ce grand monde, parfois cruel. Rita s'assit sur le sable à côté de Monica, qui berçait son bébé dans ses bras. Alberto s'est éloigné pour prendre un appel téléphonique. Elle ne veut pas s'endormir, se plaint Monica. Et si je la berçais et que tu te reposais? Propose Rita. La jeune mère accepta et tendit sa fille à la jeune fille. Rita serra le bébé contre elle et sourit à cet ange adorable. Je vais te chanter une berceuse que ma maman me chantait quand j'étais petite, et tu t'endormiras, dit Rita affectueusement. D'une voix douce, elle chanta. La cire de la bougie fond tranquillement. Il fait déjà nuit dehors. Dors, ma beauté. Mon cadeau du ciel, ma fille. Le vent doux fait bruisser le rideau. Doucement, la fleur de pavot dort. Mon bébé dort. Ton ange prendra la toile d'araignée argentée. Avec amour, il la tissera. L'amour pur, dans ton sommeil. Le firmament s'illuminera de son éclat. Une étoile brillera. Qu'elle garde le tendre sommeil des petits-enfants. Qu'elle garde le tendre sommeil des petits-enfants. Mon Dieu, je pourrais vous écouter pendant des heures. Murmure doucement Monica en reprenant sa fille à Rita et en la plaçant dans la poussette. Elle s'est enfin endormie, et cela fait 20 minutes que j'essaie. Rita sourit. L'avenir s'annonce sous de meilleurs auspices. Il est décidé qu'elle s'inscrira au conservatoire. Ses parents la soutiennent pleinement. L'air marin rafraîchi, emporte tous les soucis et les ennuis, tandis que la mer apporte de loin un sentiment de joie et de bonheur incroyable. Chers téléspectateurs, si vous avez aimé cette histoire, soutenez la vidéo en l'aimant et en laissant un commentaire. Merci beaucoup.